Marseille, mars 1832. Quartier du Vieux-Port. Les archives municipales de Marseille conservent encore aujourd'hui des rapports troublants sur les événements qui secouèrent la ville entre mars 1832 et novembre 1834. Ces documents, classifiés pendant près d'un siècle, révèlent l'une des affaires criminelles les plus abominables de l'histoire française. Une affaire dont on ne parlait qu'à voix basse, même des décennies après les faits. Le quartier du Vieux-Port, avec ses ruelles étroites et ses odeurs de poisson et de sel, abritait alors une multitude de commerces. Parmi eux, la boucherie, le Sanglier Noir, établi au numéro 17 de la rue des Trois Mages, jouissait d'une réputation enviable auprès de la bourgeoisie marseillaise et des grandes maisons parisiennes. Laurent Beaumont, maître boucher de 47 ans, avait repris l'établissement de son père en 1819. Grand homme aux épaules larges et au regard perçant, il était connu pour sa précision au couteau et son aptitude à se procurer les viandes les plus rares. Son épouse Charlotte, femme discrète aux mains délicates malgré des années de travail, tenait la comptabilité avec une rigueur mathématique. Leurs enfants, Victor, 19 ans, Camille, 17 ans, et les jumeaux Marcel et Adeline, 15 ans, participaient tous à l'entreprise familiale. Les registres de l'époque montrent une augmentation constante du chiffre d'affaires de l'établissement Beaumont entre 1829 et 1834, note l'historien François Lenoir dans son étude « Commerce et criminalité à Marseille au XIXe siècle » 1968. Cette prospérité coïncide précisément avec l'introduction de ce que Laurent Beaumont appelait sa viande exotique. Un rapport de police daté du 14 octobre 1832 signale la première visite d'un inspecteur des marchés au Sanglier Noir suite à une dénonciation anonyme. L'inspecteur n'y trouva rien d'anormal. Simplement, un commerce bien tenu, propre, avec une clientèle visiblement fortunée. Les Beaumont avaient été prévenus de cette visite. Le docteur Philippe Beaumont, frère cadet de Laurent, habitait l'arrière-boutique. Ancien médecin militaire radié de l'ordre en 1824 pour expérimentation non autorisée sur des cadavres, il officiait comme conseiller en matière de conservation des viandes. Sa présence ne suscitait guère de questions dans un quartier où chacun gardait ses secrets. Le véritable génie criminel des Beaumont résidait dans leur capacité à opérer au grand jour, écrit le commissaire Édouard Valentin dans ses mémoires, 1867. Ils n'étaient pas des marginaux, mais des notables respectés, invités aux événements importants de la ville. Les disparitions commencèrent à l'hiver 1830. D'abord sporadiques, puis plus fréquentes, à partir du printemps 1832. Principalement des sans-abri, des orphelins, des prostituées, ceux que la société ne cherchait pas. Des êtres sans importance aux yeux des autorités, mais dont la chair valait son pesant d'or. Et Élodie Mercier, infirmière à l'Hôtel-Dieu, fut la première à noter un schéma inquiétant. Dans son journal personnel, retrouvé après sa mort en 1836, elle écrit le 23 mai 1832 « Encore un disparu du quartier Saint-Jean. Le petit Théo, 12 ans, orphelin. Personne ne le cherche. J'ai signalé son absence à la gendarmerie qui n'a même pas pris la peine de noter son nom. La boucherie Beaumont proposait à sa clientèle privilégiée des coupes spéciales, conservées dans une arrière-salle, accessible uniquement sur invitation. Un registre codé, partiellement brûlé mais récupéré lors de la perquisition de 1834, répertoriait ces ventes sous des appellations trompeuses, sanglier des Ardennes, chevreuil tendre, faisan des Indes. La clientèle savait-elle ce qu'elle consommait réellement? Les témoignages divergent, note l'archiviste Marie Dufour, 1921. Certains clients semblaient apprécier uniquement la rareté supposée de ces viandes, tandis que d'autres, plus troublantes encore, paraissaient conscients de leur véritable nature. Le 7 août 1832, un incident faillit tout révéler. Auguste Lefort, marin déserteur devenu mendiant, parvint à s'échapper de la cave du Sanglier Noir après y avoir été séquestré pendant 3 jours. Gravement blessé, il s'effondra près des quais en murmurant des propos incohérents sur des hommes suspendus comme des cochons.
Considéré comme fou ou ivre, il fut conduit à l'asile Saint-Pierre, où il mourut 2 jours plus tard d'une fièvre cérébrale, selon le certificat signé par un médecin ami des Beaumont. Pendant ce temps, la réputation du sanglier noir ne cessait de croître. Des commandes arrivaient de Lyon, Paris et même Londres. Les Beaumont employèrent 2 apprentis supplémentaires, les frères Moreau, pour faire face à la demande. Ces derniers n'avaient pas accès à la cave, réservée exclusivement à la famille. L'automne 1832 vit l'expansion de l'entreprise avec l'ouverture d'un second établissement dans le quartier des Réformés, géré par Victor Beaumont. La famille acheta également un entrepôt isolé près du village des Aïgalades, officiellement destiné au stockage, mais qui servait en réalité au traitement des victimes sous la supervision du docteur Philippe. Les méthodes de sélection des victimes révélaient un calcul froid, rapporte le juge Armand Tessier dans son rapport final, 1835. Les Beaumont choisissaient ceux dont l'absence ne provoquerait aucune enquête, des individus déjà en marge de la société. Les victimes étaient approchées avec des offres de travail ou de nourriture. Les enfants, particulièrement vulnérables, se voyaient promettre un toit et une éducation. Une fois attirées dans l'entrepôt des Aïgalades, elles étaient enfermées dans des cellules souterraines avant d'être préparées selon un processus méthodique développé par le docteur Philippe. À la fin de l'année 1832, le réseau Beaumont fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Marseille, janvier-juin 1833, de l'Hôtel-Dieu aux Aïgalades. L'hiver 1833 s'abattit sur Marseille avec une rigueur inhabituelle. Le Mistral balayait les rues du port, emportant avec lui les cris des mouettes et les derniers espoirs des indigents. Dans les quartiers pauvres, la misère s'intensifiait, offrant aux Beaumont un vivier de victimes toujours plus désespérées. Élodie Mercier, 34 ans, continuait son service à l'Hôtel-Dieu avec une inquiétude grandissante. Son carnet, relié de cuir brun, s'épaississait de notes concernant les disparitions. Le 17 janvier 1833, elle écrivit « 3 nouveaux cas cette semaine. Jeanne Dufour, 16 ans, Marie Constant, 19 ans, et le petit Simon, environ 10 ans. Tous venaient régulièrement à la soupe populaire. Le père Antoine dit qu'on leur aurait proposé du travail près du port. L'infirmière, fille d'un médecin militaire mort à Waterloo, possédait cet instinct que développent ceux qui côtoient quotidiennement la souffrance humaine. Elle percevait des schémas, là où d'autres ne voyaient que les aléas de la vie des miséreux. Le 23 janvier, elle se rendit à la gendarmerie pour la 4e fois en 2 mois. Le brigadier Roussel m'a écouté avec condescendance, consigna-t-elle. Il m'a expliqué que ces vagabonds se déplaçaient constamment, cherchant du travail ailleurs ou fuyant des dettes. Quand j'ai mentionné 27 disparitions en moins d'1 an dans le même secteur, il a haussé les épaules. Pendant ce temps, au 17 rue des Trois Mages, l'activité ne faiblissait pas. Le sanglier noir avait élargi sa clientèle. Des lettres retrouvées dans la correspondance de Laurent Beaumont révèlent des commandes provenant de hauts fonctionnaires, d'aristocrates et même d'un membre du clergé qui appréciait particulièrement ce qu'il appelait la chair tendre du sanglier des Carpates. Charlotte Beaumont tenait les comptes avec une précision clinique. Dans un registre crypté, découvert ultérieurement sous une lame du plancher, elle notait en langage codé « Marchandise type A, homme adulte, rendement moyen 38 kg ». Marchandise type B, femme, rendement 31 kg. Marchandise type C, enfant, rendement 17 kg, mais qualité supérieure. Prix au kilogramme selon catégorie. Le docteur Philippe avait perfectionné ses techniques. Dans un carnet personnel, saisi lors de la perquisition, il détaillait ses innovations. 27 février 1833. Nouvelle méthode de drainage sanguin plus efficace. La viande conserve sa tendreté mais s'oxyde moins rapidement. Satisfaction de L, qui note une amélioration de la conservation. L'entrepôt des Aïgalades était devenu le véritable cœur de l'opération. Situé à 4 km du centre-ville, ce bâtiment de pierre grise aux fenêtres étroites n'attirait pas l'attention. Une plaque discrète indiquait « Beaumont en Fils, entrepôt de denrées ». Les livraisons s'effectuaient principalement de nuit. Le témoignage d'Alphonse Girard, charretier occasionnel pour les Beaumont, consigné après l'arrestation,
offre un aperçu glaçant. Je transportais ce qu'ils appelaient des caisses spéciales du port vers l'entrepôt, environ 2 fois par mois. On me payait le double du tarif habituel pour ne pas poser de questions. Une nuit de mars 1833, j'ai entendu des gémissements provenant d'une caisse. Quand j'ai questionné Marcel Beaumont, il m'a dit que c'était un cochon blessé pour l'abattoir. Le lendemain, on m'a remis 50 francs supplémentaires pour ma discrétion. En avril 1833, les Beaumont étendirent leur réseau. Victor, l'aîné des fils, établit des contacts avec certains capitaines de navires marchands qui fournissaient des immigrants fraîchement débarqués, désorientés et sans papier. Des archives portuaires indiquent l'arrivée de travailleurs italiens et espagnols, dont on perd ensuite toute trace. Camille, la fille aînée, gérait les relations avec la clientèle huppée. Belle et éduquée, elle organisait des dîners privés où étaient desservies les spécialités de la maison. Un ancien employé de maison, interrogé en 1835, se souvint « Mademoiselle Camille parlait des viandes comme un poète parle des étoiles. Elle évoquait des saveurs uniques, des textures incomparables. Les invités l'écoutaient, fascinés, avant de déguster avec des expressions extatiques. Les jumeaux Marcel et Adeline, plus jeunes mais non moins impliqués, s'occupaient principalement de repérer les futures victimes. Marcel arpentait les quais et les tavernes, offrant du travail bien rémunéré. Adeline, au visage angélique, approchait les femmes et les enfants, gagnant leur confiance avec des promesses de repas chauds et d'abri. À l'Hôtel-Dieu, Élodie Mercier poursuivait son enquête solitaire. Le 12 mai 1833, elle nota une observation cruciale. J'ai remarqué que plusieurs disparitions coïncident avec les jours de livraison à l'entrepôt Beaumont des Égalades. Le père Antoine me confirme que 3 personnes à qui l'on avait proposé du travail devaient s'y présenter la veille de leur disparition. Cette coïncidence l'amena à s'intéresser de plus près aux Beaumont. Elle commença à noter leurs habitudes, leurs déplacements. Le 26 mai, elle écrivit « J'ai observé l'entrepôt de loin. Activité inhabituelle pour un simple lieu de stockage. Lumière tard dans la nuit. Odeur étrange portée par le vent. » Le 4 juin 1833, un événement faillit compromettre l'entreprise macabre. Une jeune fille de 14 ans, Lucie Bertrand, parvint à s'échapper de l'entrepôt. Mordue profondément au bras lors de sa capture, elle développa une infection qui la conduisit à l'Hôtel-Dieu. Fiévreuse et délirante, elle parlait de chambres froides, d'hommes suspendus et de bouchers qui découpent les gens. Élodie Mercier, présente lors de son admission, consigna minutieusement ses propos. Mais le lendemain matin, Lucie avait disparu de son lit. Une infirmière affirma qu'elle avait été transférée sur ordre d'un médecin. Aucune trace de ce transfert ne fut jamais retrouvée dans les registres. « J'ai immédiatement fait le lien avec les autres disparitions », écrivit Élodie. « Cet enfant a vu quelque chose, et ils l'ont réduite au silence. J'ai parlé au docteur Moreau qui semble troublé, mais refuse d'intervenir. Il a mentionné des personnes influentes et m'a conseillé la prudence. Le 17 juin 1833, Élodie Mercier prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle adressa une lettre détaillée au procureur de Marseille, énumérant ses observations et ses soupçons. Cette lettre, archivée puis oubliée, ne serait redécouverte qu'après le dénouement tragique de l'affaire. À la fin du mois de juin 1833, l'Empire Beaumont atteignait son apogée. Leur réseau s'étendait désormais à Lyon et Montpellier. Leur clientèle comptait parmi les plus grands noms de France. Et pourtant, les premiers fils de leur tapisserie macabre commençaient imperceptiblement à se défaire. Le docteur Philippe, dont la santé mentale se détériorait, développait une fascination morbide pour ces sujets. Des pages de son journal intime révèlent un homme sombrant dans l'abîme de sa propre monstruosité. « Je ne suis plus simplement boucher ou médecin. Je suis devenu un artiste de la chair, un sculpteur du corps humain. Chaque découpe est une révélation, chaque dissection une communion. » L'été 1833 s'annonçait, porteur de chaleur étouffante et de révélations imminentes. Marseille, juillet-décembre 1833. Du Rhône au tribunal. L'été 1833 s'abattit sur Marseille comme une chape de plomb.
La chaleur, inhabituellement oppressante, accélérait la décomposition des déchets dans les rues et rendait l'air irrespirable près des abattoirs. Au Sanglier Noir, cette situation imposait de nouvelles contraintes. Laurent Beaumont fit installer un système de glacières amélioré, important de la glace des Alpes à grands frais pour préserver sa marchandise spéciale. Les registres de la Société de transport d'Arnier indiquent des livraisons hebdomadaires de glace aux établissements Beaumont entre juin et septembre 1833, en quantité bien supérieure aux besoins normaux d'une boucherie, note l'inspecteur Valéry dans son rapport d'enquête 1834. Le 14 juillet, alors que la ville célébrait la fête nationale, un incident mineur survint à l'entrepôt des Aigualades. Un incendie se déclara dans la remise adjacente au bâtiment principal. Les pompiers, rapidement intervenus, furent tenus à distance par Victor et Marcel Beaumont, qui affirmèrent pouvoir maîtriser eux-mêmes le sinistre. Un pompier volontaire, Jules Martinet, remarqua néanmoins le comportement étrange des deux hommes. Ils semblaient plus préoccupés d'empêcher notre entrée que d'éteindre les flammes, témoigna-t-il plus tard. J'ai aperçu, par une porte entr'ouverte, des crochets de bouchers suspendus au plafond, bien trop nombreux pour un simple entrepôt. À l'Hôtel-Dieu, Élodie Mercier poursuivait sa veille silencieuse. N'ayant reçu aucune réponse du procureur, elle commença à compiler ses observations dans un dossier plus substantiel. Le 29 juillet, elle écrivit « J'ai désormais recensé 43 disparitions inexpliquées depuis janvier 1832. La corrélation avec les activités des Beaumont devient impossible à ignorer. » Prudente, elle confia une copie de ses notes à sa cousine à Avignon, avec instruction de les transmettre aux autorités si elles venaient à disparaître. Cette précaution lui sauverait probablement la vie. Août apporta des pluies diluviennes sur la région. Le Rhône, gonflé par les orages successifs, menaçait de déborder. Le 17 août, l'impensable se produisit. Une crue soudaine inonda les berges du fleuve près des Aigualades, emportant une partie du terrain derrière l'entrepôt Beaumont. Mathieu Cordier, pêcheur, fit une découverte macabre ce matin-là. « J'ai d'abord cru voir des morceaux de mannequins emportés par les eaux », déclara-t-il dans sa déposition. « En m'approchant, j'ai compris que c'étaient des restes humains, des bras, des jambes, certains partiellement préparés comme de la viande de boucherie. L'alerte fut donnée. Mais lorsque la gendarmerie arriva à l'entrepôt, les Beaumont avaient déjà entrepris de nettoyer les lieux. Le docteur Philippe affirma qu'il s'agissait de déchets d'abattoirs et de restes d'animaux exotiques importés légalement. Son statut d'ancien médecin et ses relations avec le maire adjoint suffirent à apaiser momentanément les soupçons. Cependant, le brigadier Roussel, peut-être stimulé par les visites répétées d'Élodie Mercier, décida de prélever quelques échantillons qu'il transmit discrètement au docteur Henri Lacroix, médecin légiste à Aix-en-Provence. Pendant ce temps, la famille Beaumont tenait conseil. Un fragment de lettre partiellement brûlé mais récupéré lors de la perquisition révèle leur état d'esprit. Situation préoccupante. P suggère de suspendre temporairement les opérations aux A et de transférer les activités à Monsieur L, s'inquiète des pertes financières. C propose d'accélérer les livraisons pour écouler le stock avant inspection approfondie. Le 28 août 1833, le docteur Lacroix remit son rapport préliminaire au brigadier Roussel. Les échantillons examinés sont indubitablement d'origine humaine. La préparation des tissus suggère une expertise en boucherie ou en chirurgie. Recommande enquête immédiate. Roussel, conscient de la gravité de l'affaire et des protections dont bénéficiaient les Beaumont, transmit ces informations au procureur tout en sollicitant l'appui du commissaire Édouard Valentin de la police de Marseille. Le mois de septembre vit les premiers mouvements officiels contre la famille. Une surveillance discrète fut mise en place autour de leurs établissements. Des agents en civil commencèrent à interroger d'anciens employés et fournisseurs. Charlotte Beaumont, avec sa perspicacité habituelle, perçut ce changement d'atmosphère. Le 12 septembre, elle ordonna la destruction de nombreux registres et correspondances. Les livraisons de marchandises spéciales furent temporairement suspendues. Laurent, cependant, refusait d'abandonner leur commerce lucratif. « Nous avons traversé des difficultés bien pires »,
aurait-il déclaré lors d'un dîner familial rapporté par un domestique. Nos clients sont trop importants pour nous laisser tomber. Certains seraient détruits avec nous si la vérité éclatait. Le docteur Philippe, dont l'équilibre mental continuait de se détériorer, représentait désormais un risque pour l'entreprise familiale. Dans son journal, il écrivait des passages de plus en plus délirants. « Je commence à entendre leur voix la nuit. Ils chantent sous ma fenêtre, ces corps que j'ai transformés en art. Ils me remercient de les avoir élevés au-dessus de leurs conditions misérables. » Le 3 octobre 1833, un nouveau témoignage vint renforcer les soupçons des enquêteurs. Antoine Blanc, ancien marin devenu clochard, affirma avoir été enlevé par les frères Moreau, employés des Beaumont, puis séquestré dans une cave froide avec d'autres personnes. Il s'était échappé lors du transfert vers l'entrepôt des Aïgalades. « Ils nous gardaient comme du bétail », déclara-t-il. « Chaque jour, quelqu'un était emmené et ne revenait jamais. Un vieil homme m'a dit qu'il nous mangeait. J'ai cru qu'il délirait jusqu'à ce que je voie les crochets et les scies. » Le témoignage de Blanc, conjugué au rapport du docteur, Lacroix et aux observations d'Élodie Mercier, enfin prises au sérieux, conduisit le procureur à autoriser une perquisition complète des établissements Beaumont. Le 17 octobre 1833, à l'aube, la gendarmerie investit simultanément la boucherie du Vieux-Port, celle des Réformés et l'entrepôt des Aïgalades. Ce qu'ils découvrirent dépassa l'horreur anticipée. À l'entrepôt, dans des chambres froides souterraines, ils trouvèrent 7 corps à différents stades de préparation. Certains, vidés de leur sang, étaient suspendus à des crochets de boucher. D'autres, déjà découpés, étaient emballés dans de la toile cirée étiquetée comme sanglier ou chevreuil. Le docteur Philippe fut appréhendé sur place, un scalpel à la main, travaillant sur le corps d'une jeune femme. Il ne manifesta aucune résistance, déclarant calmement aux gendarmes « Vous interrompez une œuvre d'art. Cette chair deviendra le délice d'un ministre. » Laurent et Victor Beaumont tentèrent de fuir par la mer, mais furent arrêtés au port de La Ciotat le lendemain. Charlotte, Camille et les jumeaux furent appréhendés à leur domicile. Les frères Moreau se rendirent sans résistance. La nouvelle de l'arrestation des Beaumont et la nature de leur crime se répandit comme une traînée de poudre. L'édition spéciale de la Gazette de Marseille du 19 octobre titrait « Horreur aux Aïgalades, une famille de bouchers vendait de la chair humaine ». L'article détaillait les premières découvertes, provoquant stupeur et émeute dans la ville. La liste des clients du sanglier noir, saisis lors des perquisitions, provoqua un séisme politique. Plusieurs noms éminents y figuraient, dont 2 députés, un évêque et plusieurs hauts fonctionnaires. La question qui brûlait toutes les lèvres, savaient-ils ce qu'ils consommaient réellement? Les Beaumont et leurs complices furent incarcérés à la prison des Baumettes en attendant leur procès. Le docteur Philippe, placé à l'isolement après avoir tenté de s'auto-mutiler, continuait de tenir des propos incohérents sur l'élévation de la chair humaine et la communion parfaite. L'année 1833 s'acheva dans une atmosphère de terreur et de fascination morbide. Marseille, traumatisée, attendait que justice soit rendue. Mais l'horreur du sanglier noir n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Marseille, janvier-avril 1834, des Baumettes au procès. Janvier 1834 s'ouvrit sous le signe de l'effroi collectif. La ville de Marseille, habituellement animée par le commerce et les échanges maritimes, vivait désormais au rythme des révélations sur l'affaire du sanglier noir. Les journaux, à Paris comme en province, ne parlaient plus que de ce scandale sans précédent. Le crime des Beaumont a révélé la face obscure de notre société, écrivait l'éditorialiste Armand Duplessis dans le Figaro du 7 janvier. Non seulement par l'horreur des actes commis, mais par la complicité silencieuse des élites qui festoyaient à leur table. À la prison des Baumettes, les membres de la famille Beaumont occupaient des cellules séparées. Laurent, le patriarche, maintenait un silence obstiné face aux interrogatoires. Charlotte, son épouse, adoptait une stratégie différente. Dans un mémoire manuscrit remis au juge d'instruction Tessier le 12 janvier, elle tentait de minimiser son implication. J'ignorais la nature exacte de notre commerce. Mon mari m'interdisait l'accès à certaines parties de l'entrepôt. Je tenais les comptes, certes, mais les codes utilisés me laissaient croire qu'il s'agissait simplement de viande exotique importée illégalement.
Cette défense fut rapidement démentie par les témoignages des employés et le contenu de son propre journal personnel, où elle notait méticuleusement le rendement de chaque sujet ainsi que les bénéfices générés. Victor et Camille Beaumont, les aînés, adoptèrent une posture de défi. Lors de son interrogatoire du 15 janvier, Victor déclara « Nous n'avons fait que répondre à une demande. Ces gens que nous avons utilisés n'étaient rien, des déchets de l'humanité. Nous leur avons donné un usage, une valeur qu'ils n'auraient jamais eue autrement. » Ces propos, rapportés dans la presse, suscitèrent une vague d'indignation supplémentaire. Des manifestations eurent lieu devant la prison, réclamant la peine capitale pour tous les accusés. Les jumeaux Marcel et Adeline, les plus jeunes de la fratrie, tentèrent de se présenter comme de simples exécutants manipulés par leur père. Cette stratégie s'effondra lorsque des lettres d'Adeline furent découvertes, dans lesquelles elle décrivait avec un enthousiasme morbide ses techniques pour attirer les enfants. La petite fille aux cheveux roux a été si facile à convaincre. Une promesse de gâteau et de vêtements chauds, quelques compliments sur ses yeux, et elle m'a suivi comme un agneau à l'abattoir. Le docteur Philippe Beaumont représentait un cas à part. Son état mental se détériorait rapidement. Le médecin de la prison, Dr. Martin, nota dans son rapport du 22 janvier « Le sujet alterne entre moments de lucidité clinique, où il décrit ses procédures avec un détachement scientifique glaçant, et épisodes délirants où il prétend communiquer avec ses victimes. Il considère ses actes comme une forme d'art transcendant ou d'expérience médicale révolutionnaire. » L'enquête progressait méthodiquement. L'équipe dirigée par le commissaire Valentin et le juge Tessier avait établi un bilan provisoire. Au moins 72 victimes identifiables entre 1830 et 1833, principalement des indigents, orphelins et prostituées, mais aussi quelques voyageurs étrangers sans famille connus en France. Le témoignage d'Élodie Mercier, recueilli le 27 janvier, s'avéra crucial. Son dossier minutieux, ses observations datées et ses démarches répétées auprès des autorités démontraient que l'horreur aurait pu être stoppée bien plus tôt si ces alertes avaient été prises au sérieux. J'ai signalé les premières disparitions suspectes dès mars 1832, déclara-t-elle. Si l'on m'avait écouté, des dizaines de vies auraient été épargnées. Mais ces victimes étaient invisibles aux yeux de la société, tout comme mes avertissements l'ont été pour les autorités. Un aspect particulièrement troublant de l'affaire concernait la clientèle du sanglier noir. La liste saisie dans le bureau de Charlotte comprenait 127 noms, dont 34 personnalités éminentes. La question de leur connaissance de l'origine réelle de la viande divisait l'opinion publique. Le 4 février, un ancien cuisinier du restaurant adjacent à la boucherie des Réformés apporta un témoignage accablant. Certains clients demandaient spécifiquement la viande qui ne se nomme pas. Ils payaient des sommes considérables pour ces morceaux servis dans l'arrière-salle. J'ai surpris une fois le comte de monsieur plaisanter en demandant de quel orphelin provenait sa côtelette. Le procureur Jean-Baptiste Monteil se trouvait face à un dilemme. Poursuivre tous les clients impliquerait des personnalités influentes dont la culpabilité serait difficile à prouver. Après consultation avec le ministère de la Justice, il fut décidé de concentrer les poursuites sur la famille Beaumont et leurs employés directs, tout en menant des investigations discrètes sur les clients les plus compromis. Cette décision suscita la controverse. L'avocat républicain Étienne Durocher dénonça publiquement un deux poids, deux mesures de la justice. Les pauvres finissent dans l'assiette des riches, et les riches échappent à la justice grâce à leur rang. Le 18 février, un incendie se déclara dans le bureau du juge Tessier, détruisant une partie des dossiers relatifs à la clientèle du sanglier noir. Bien que l'enquête conclue à un accident, de nombreux Marseillais y virent la main des puissants, cherchant à effacer leurs traces. Mars 1834 marqua le début du procès des Beaumont. La cour d'assises de Marseille, trop petite pour accueillir la foule des curieux, fut délaissée au profit d'une salle spécialement aménagée dans l'ancien couvent des Bernardines. L'acte d'accusation, lu pendant 2 jours entiers, détaillait méticuleusement l'entreprise macabre, l'organisation quasi-industrielle, les méthodes de sélection des victimes,
les techniques de préparation des corps et le réseau de distribution qui s'étendait jusqu'à Paris. « Nous sommes face à un crime qui transcende l'entendement », déclara le procureur Monteil dans son réquisitoire introductif. Non pas un acte de folie passagère, mais une entreprise méthodique d'exploitation de la misère humaine poussée à son paroxysme le plus abject. Laurent Beaumont, confronté aux preuves accablantes, changea de stratégie au 4e jour du procès. Dans une déclaration calculée, il tenta de se présenter comme un visionnaire incompris. « J'ai simplement révélé l'hypocrisie de notre société. Ces nobles et bourgeois qui me condamnent aujourd'hui sont les mêmes qui se délectaient de ma marchandise hier. J'ai nourri l'élite avec les rebuts de l'humanité. N'est-ce pas là le fondement même de notre ordre social ?» Cette cynique profession de foi provoqua un tumulte dans la salle. Le président du tribunal dut faire évacuer une partie du public. Charlotte, comprenant que la stratégie de son mari conduirait à la peine capitale pour tous, tenta de sauver ses enfants en assumant une part accrue de responsabilité. Dans son témoignage du 27 mars, elle décrivit comment elle avait personnellement supervisé la sélection des victimes. Les enfants étaient les plus rentables, leur chair, plus tendre, se vendait à prix d'or. Je choisissais ceux dont personne ne signalerait jamais la disparition. Le docteur Philippe, jugé partiellement irresponsable après expertise psychiatrique, offrit néanmoins les témoignages les plus glaçants. Lors de son audition du 2 avril, il expliqua avec un détachement clinique ses innovations. La saignée devait être progressive pour préserver la qualité des tissus. J'ai développé un système de drainage qui maintenait le sujet conscient jusqu'aux dernières minutes, garantissant ainsi la fraîcheur optimale de la chair. Les avocats de la défense, confrontés à l'indéfendable, se concentrèrent sur les jumeaux Marcel et Adeline, arguant de leur jeune âge au début des faits et de l'influence paternelle. Cette stratégie fut mise à mal par le témoignage d'un ancien captif ayant survécu, qui décrivit Adeline comme l'ange de la mort, au visage doux mais aux yeux vides de toute empathie. À mesure que le procès avançait, certains témoins clés se rétractaient mystérieusement ou disparaissaient. Le journaliste Georges Pelletier de la Gazette de Marseille nota dans son édition du 10 avril « L'ombre des Beaumont s'étend au-delà des murs du tribunal. Des témoins sont achetés, d'autres intimidés. On murmure que certains clients influents préféreraient voir les accusés exécutés rapidement plutôt que de risquer d'être impliqués par leurs révélations. » Le 15 avril 1834, après 6 semaines d'audience, le procès touchait à sa fin. L'atmosphère dans la ville était électrique. Des foules se massaient quotidiennement devant le tribunal, réclamant justice pour les victimes anonymes du sanglier noir. Dans son plaidoyer final, le procureur Monteil requit la peine de mort pour Laurent, Charlotte, Victor et le docteur Philippe, 20 ans de travaux forcés pour Camille et 15 ans pour les jumeaux. Les frères Moreau et autres employés complices encouraient des peines allant de 10 à 20 ans. Ce procès n'est pas seulement celui d'une famille criminelle, conclut-il, mais celui d'une société qui détourne le regard de la misère jusqu'à ce que celle-ci lui revienne sous la forme la plus abominable qui soit. Le verdict était attendu pour le 18 avril 1834. Marseille, avril-août 1834, du verdict aux conséquences. Le 18 avril 1834, la salle des Bernardines était comble bien avant l'aube. Une foule compacte se pressait aux portes, certains venus de Paris ou Lyon spécialement pour entendre le verdict. Le procès des Beaumont était devenu une affaire nationale, un miroir troublant tendu à la société française. À midi précis, le président Dufresne fit son entrée, suivi des jurés au visage grave. Le silence qui s'abattit sur l'Assemblée était presque palpable. Les accusés furent introduits un par un, enchaînés et escortés par des gendarmes. Laurent Beaumont, amaigri mais toujours droit, affichait un sourire énigmatique. Charlotte, en revanche, semblait avoir vieilli de 10 ans, son regard autrefois vif, désormais éteint. Le docteur Philippe, maintenu sous sédatif léger pour assurer sa lucidité pendant l'audience, murmurait des paroles inaudibles. Les enfants Beaumont présentaient divers degrés d'abattement, à l'exception de Victor, qui conservait une arrogance manifeste. Après délibération, annonça le président, la Cour rend le verdict suivant. Laurent et Charlotte Beaumont,
ainsi que leur fils aîné Victor, furent condamnés à la peine capitale par guillotine. Le docteur Philippe, reconnu partiellement irresponsable, échappa à l'échafaud mais fut condamné à la réclusion perpétuelle en asile d'aliénés. Camille reçut une peine de 20 ans de travaux forcés, tandis que les jumeaux Marcel et Adeline, bénéficiant de leur jeune âge au début des faits, furent condamnés à 15 ans. Les employés complices reçurent des peines allant de 8 à 12 ans. Quant aux clients identifiés comme ayant eu pleinement connaissance de l'origine de la viande, seuls 3 d'entre eux, de rang modeste, furent condamnés à des peines de prison. L'annonce du verdict provoqua une clameur contradictoire dans la salle. Certains applaudirent la sévérité des peines principales, d'autres protestèrent contre la clémence relative accordée aux jumeaux ou l'absence de condamnation parmi les clients fortunés. Laurent Beaumont, à l'énoncé de sa sentence, se leva calmement et déclara d'une voix forte « Vous m'envoyez à l'échafaud, mais combien d'entre vous ont goûté à ma marchandise? Combien de vos ministres, de vos juges, de vos évêques? J'emporte leur nom dans la tombe, mais ils sauront, eux, ce qu'ils ont consommé. » Cette déclaration, rapportée dans tous les journaux, alimenta les rumeurs les plus folles. Une liste des clients cannibales circula clandestinement dans Paris, incluant des noms prestigieux sans aucune preuve à l'appui. Charlotte, effondrée, dut être soutenue par les gendarmes. Victor cracha au visage du président. Camille, dans un geste théâtral, s'arracha un médaillon contenant le portrait de sa mère et le jeta vers les jurés en criant « Vous séparez les familles des pauvres, nous séparions leur chair de leurs os. Où est la différence ?» Les condamnés disposaient d'un délai de 3 jours pour faire appel. Laurent et Victor refusèrent cette option, déclarant préférer la dignité de l'échafaud à l'humiliation d'une clémence. Charlotte, sur conseil de son avocat, déposa un recours basé sur son rôle supposément secondaire dans l'entreprise familiale. Le 25 avril, une semaine après le verdict, un incident troublant se produisit. Le docteur Philippe, interné à l'asile Saint-Pierre en attendant son transfert vers une institution plus sécurisée, fut retrouvé mort dans sa cellule. L'autopsie conclut à un suicide par ingestion d'une substance toxique jamais identifiée. Une lettre fut découverte sous son matelas, adressée au juge Tessier. « Mon cher confrère en anatomie, car c'est ce que vous êtes devenu en disséquant notre affaire, je pars avec la satisfaction d'avoir transcendé les limites de notre condition. J'ai transformé la chair méprisée en mets délicats, servi la misère sur des assiettes d'argent. N'est-ce pas ce que fait votre société chaque jour, de façon moins littérale, mais tout aussi cruelle? Je ne suis pas un monstre, simplement un miroir fidèle. » Cette missive, d'abord tenue secrète, fut publiée 3 semaines plus tard par Le Figaro, provoquant un nouveau scandale et relançant le débat sur la responsabilité collective. Le 4 mai 1834, la demande d'appel de Charlotte fut rejetée. La date d'exécution des 3 condamnés à mort fut fixée au 17 mai. L'affaire continuait de révéler des ramifications inattendues. Le 8 mai, 3 fonctionnaires de la préfecture de police furent arrêtés pour avoir détruit des rapports concernant les premières disparitions signalées. Leur procès ultérieur révéla qu'ils avaient agi sur ordre d'un député dont le nom fut systématiquement caviardé dans les comptes rendus officiels. Pendant ce temps, Élodie Mercier vivait des moments difficiles. Célébrée publiquement comme la sentinelle des oubliés pour sa persévérance à alerter sur les disparitions, elle recevait également des menaces anonymes l'enjoignant à cesser de remuer la boue. Le 10 mai, sa modeste chambre fut saccagée en son absence. Un message tracé au charbon sur le mur avertissait « Les Beaumont ne sont pas les seuls bouchers de Marseille ». La gendarmerie lui attribua une protection, mais le mal était fait. Élodie demanda et obtint un transfert vers l'hôpital de Lyon, où elle poursuivrait sa carrière d'infirmière loin des remous de l'affaire. Le 17 mai 1834, l'exécution des 3 Beaumont fut programmée sur la place Saint-Michel. Dès l'aube, une foule estimée à 15 000 personnes s'était massée pour assister au châtiment. Des témoins rapportent que des vendeurs ambulants proposaient des saucisses Beaumont et du pâté de l'ail-galade dans une macabre dérision. Charlotte fut la première à monter à l'échafaud à 6 heures précises. Selon le compte-rendu du prêtre qui l'accompagna, elle murmura avant de s'allonger sur la planche. « Pardonnez-moi, mes enfants, de vous avoir entraînés dans cette voie.
Victor suivit, défiant jusqu'au bout, crachant vers la foule avant que le couperet ne tombe. Laurent fut le dernier. Le bourreau Anatole Deibler nota dans son journal « Le condamné Beaumont s'est présenté avec un calme inhabituel. Avant de s'allonger, il a souri et déclaré d'une voix forte « Bon appétit, messieurs de Marseille ». L'exécution s'est déroulée sans incident à 6h22. Cette exécution marqua profondément l'imaginaire collectif. Des récits romancés commencèrent à circuler, transformant peu à peu l'affaire du sanglier noir en légende urbaine. Le destin des autres membres de la famille suivit son cours. Camille Beaumont fut envoyé au bagne de Toulon, où sa beauté et son éducation lui valurent un traitement relativement privilégié. Elle y mourut de tuberculose en 1842, après avoir rédigé des mémoires que les autorités confisquèrent et détruisirent. Les jumeaux Marcel et Adeline furent séparés, lui envoyés à Brest, elle à Montpellier. Marcel se suicida en 1838 en se jetant d'un mur de la prison. Adeline, après avoir fait preuve d'une conduite exemplaire, vit sa peine réduite et fut libérée en 1845. Elle disparut alors, certaines rumeurs la situant au Canada sous une nouvelle identité. L'entrepôt des Aïgalades fut démoli sur ordre municipal en juin 1834. Un notable local acheta le terrain à bas prix et y fit construire un hangar anonyme. Le sanglier noir du Vieux-Port resta fermé et muré pendant des années, les Marseillais évitant de passer devant ce lieu maudit. Il fut finalement détruit lors des rénovations urbaines de 1862. L'affaire Beaumont eut des répercussions judiciaires et sociales durables. Une commission parlementaire fut constituée pour examiner les défaillances des autorités face au signalement de disparition. Ces conclusions, publiées en août 1834, aboutirent à la création d'un bureau spécial au sein de la police dédié aux personnes disparues, quelles que soient leurs conditions sociales. Le juge Tessier, profondément marqué par l'affaire, publia en 1836 un traité juridique intitulé « De l'invisibilité sociale comme facteur criminel » qui influença plusieurs réformes du code pénal. Quant aux victimes, la plupart restèrent anonymes. Un monument funéraire fut érigé au cimetière Saint-Pierre en 1835, portant l'inscription « Aux victimes oubliées ». Que leur mort nous rappelle notre devoir de vigilance envers les plus vulnérables. L'historien Lenoir conclut son étude sur l'affaire par cette réflexion. Le véritable scandale du sanglier noir ne fut pas tant l'horreur des crimes commis que la facilité avec laquelle ils purent l'être. Une société capable d'ignorer la disparition de dizaines de ses membres les plus fragiles porte une responsabilité que la simple exécution des coupables ne saurait effacer. À l'été 1834, Marseille tentait de tourner la page. Mais dans les tavernes du port, on racontait encore qu'à certaines tables privilégiées, des mets innommables continuaient d'être servis à des convives discrets. Et dans les quartiers populaires, les mères mettaient en garde leurs enfants. Ne suis jamais un inconnu, ou tu finiras dans l'assiette d'un riche, comme ceux du sanglier noir. Marseille et Paris, septembre 1834, juin 1835, des révélations aux étouffements. Septembre 1834 marqua un tournant dans l'affaire du sanglier noir. Alors que Marseille tentait de panser ses plaies, un journaliste parisien du nom de Lucien Moreau publia dans Le Constitutionnel une série d'articles intitulés « Les mangeurs d'hommes ». S'appuyant sur des documents obtenus clandestinement et des témoignages anonymes, il suggérait que le réseau Beaumont n'était que la partie visible d'un système plus vaste. Les Beaumont n'étaient pas des monstres isolés, écrivait-il le 7 septembre, mais les rouages d'un commerce qui s'étend jusqu'au salon parisien. Des hommes puissants, occupant des fonctions éminentes, protégeaient cette entreprise macabre et en consommaient les produits en toute connaissance de cause. Moreau affirmait détenir une liste de 42 personnalités impliquées, incluant des députés, des juges et même un ministre. Cette allégation provoqua un séisme politique. Le journal fut saisi le jour même de la publication et son rédacteur en chef convoqué au ministère de l'Intérieur. Le 9 septembre, le procureur général de Paris ordonna une perquisition au domicile de Moreau. Les documents qu'il prétendait posséder ne furent jamais retrouvés. Le journaliste lui-même disparut pendant 3 jours,
avant de réapparaître visiblement éprouvé. Dans une brève déclaration, il annonça renoncer à poursuivre son enquête pour des raisons personnelles. Le professeur d'histoire Henri Marchand, dans son ouvrage « Censure et affaires d'État 1921 », commente ainsi l'épisode. L'affaire Moreau illustre parfaitement les mécanismes d'étouffement médiatique sous la monarchie de Juillet. La vérité sur les ramifications parisiennes du scandale Beaumont fut enterrée aussi efficacement que les preuves l'avaient été. À Marseille, le juge Tessier poursuivait discrètement son travail. Bien que le procès principal fût terminé, il continuait d'explorer les connexions entre les Beaumont et certaines figures de l'élite provençale. Ses notes personnelles, retrouvées après sa mort en 1848, révèlent une enquête minutieuse et troublante. Le 22 septembre 1834, il écrivait « Visite du procureur Monteil. Pression pour classer définitivement l'affaire B. Allusion à ma carrière et à l'avenir de mes fils. Le message est clair. On ne souhaite pas que je poursuive dans cette direction. » Malgré ces avertissements, Tessier persista. Il recueillit le témoignage d'Hélène Dufour, ancienne cuisinière dans une maison aristocratique parisienne, qui affirma avoir préparé des viandes spéciales livrées par les Beaumont lors de dîners privés entre 1831 et 1833. « Les convives savaient », déclara-t-elle dans sa déposition du 3 octobre. Ils employaient un langage codé, parlant de petits gibiers des faubourgs ou de tendrons d'hospice. Certains plaisantaient même sur l'origine de la chair, comparant les qualités gustatives des différentes provenances. Cette déposition ne figura jamais dans les dossiers officiels. Le 7 octobre, Tessier nota laconiquement « Mademoiselle Dufour s'est rétractée. Elle aurait reçu une somme importante et un passage vers l'Amérique. Le silence a son prix. » Pendant ce temps, à l'asile Saint-Pierre, les effets personnels du docteur Philippe Beaumont révélaient d'autres facettes de l'affaire. Un carnet crypté que les experts mirent des semaines à déchiffrer contenait des observations sur l'expérience gastronomique menée par la famille. 12 avril 1832. Dîner privé chez le comte de Monsieur 12 convives, tous initiés. Menu. Entrée de tendrons d'orpheline, sujet 9-17-9 ans, suivi d'un filet d'immigrants, sujet 9-23, travailleur italien, 27 ans. Commentaires enthousiastes. Le duc de L a particulièrement apprécié la texture incomparable de la chair juvénile. Commandes importantes passées pour la réception du 30. Ces notes, transmises confidentiellement au ministre de la Justice, ne furent jamais versées au dossier officiel. Le magistrat chargé de l'examen des documents du docteur Philippe fut muté en Guyane la semaine suivante. L'étouffement de l'affaire se poursuivait méthodiquement. Le 15 novembre 1834, un incendie mystérieux détruisit une partie des archives judiciaires de Marseille, dont plusieurs cartons relatifs au sanglier noir. Le journal de la ville rapporta sobrement un accident regrettable dû à une lampe renversée. À Paris, le député républicain Alexandre Ledru-Rollin tenta de porter l'affaire devant l'Assemblée. Le 28 novembre, il déposa une demande d'interpellation du gouvernement concernant la protection accordée à certaines personnalités impliquées dans le scandale des Beaumont. Sa demande fut rejetée pour manque de fondement factuel. Le 3 décembre, Ledru-Rollin reçut un colis contenant un morceau de viande, accompagné d'un message « Goûtez donc avant de parler ». L'incident ne fut jamais rendu public, mais le député abandonna ses démarches. Élodie Mercier, désormais installée à Lyon, continuait de recevoir des menaces. Le 17 décembre, elle écrivit à sa cousine « Je suis suivie. Des hommes observent mes allées et venues. Je n'ose plus tenir de journal ni conserver de documents. J'ai l'impression terrible que cette affaire ne me quittera jamais. » En janvier 1835, l'attention publique commençait à se détourner du scandale. D'autres affaires occupaient les journaux, notamment les émeutes ouvrières de Lyon et la tentative d'assassinat contre le roi Louis-Philippe. L'affaire du sanglier noir glissait progressivement dans l'oubli officiel. Pourtant, dans les milieux populaires, elle continuait d'alimenter rumeurs et légendes. Des chansons satiriques circulaient, accusant les grands de manger les petits au sens propre. Une gravure clandestine montrait des aristocrates attablés devant des plats contenant des membres humains avec la légende «
le véritable banquet des élites. Le juge Tessier, de plus en plus isolé, reçut en février 1835 une lettre anonyme qui raviva son enquête. Le message, rédigé d'une main tremblante, mentionnait l'existence d'un deuxième entrepôt Beaumont, situé non pas à Marseille, mais à Aix-en-Provence, qui aurait continué à fonctionner après les arrestations. Les frères Moreau n'étaient pas de simples employés, affirmait la lettre. Ils dirigeaient une branche parallèle de l'entreprise avec des protections encore plus hautes que celles des Beaumont. L'entrepôt d'Aix servait aux clients les plus éminents, ceux qui ne pouvaient absolument pas être compromis. Tessier se rendit à Aix le 24 février, officiellement pour une affaire sans rapport. Il découvrit qu'un bâtiment correspondant à la description avait effectivement existé dans le quartier de Mazarin, mais avait été détruit par un incendie en décembre 1834, un mois après l'incendie des archives. Le propriétaire officiel était une société commerciale parisienne, dont toute trace administrative avait mystérieusement disparu. Les voisins rapportèrent une activité nocturne régulière et des odeurs d'abattoir, mais n'avaient jamais osé poser de questions. Dans ses notes du 27 février, Tessier écrivit « L'affaire s'étend au-delà de tout ce que j'imaginais. J'ai la conviction que les Beaumont n'étaient qu'un maillon d'une chaîne bien plus longue. Mais les preuves disparaissent à mesure que j'avance, et les témoins se taisent ou s'évanouissent. » Le 3 mars 1835, Tessier fut convoqué par le garde des Sceaux à Paris. Aucun compte-rendu officiel de cet entretien n'existe, mais le juge consigna dans son journal personnel « On m'a conseillé de considérer l'affaire B comme définitivement close. Ma promotion à la cour d'appel dépendrait de ma sagesse. » La justice a un prix, apparemment comme tout le reste. 2 semaines plus tard, Tessier annonça la clôture officielle de l'enquête sur les ramifications de l'affaire Beaumont, faute d'éléments nouveaux significatifs. Il fut nommé conseiller à la cour d'appel d'Aix en avril 1835. Pendant ce temps, à Paris, un fait divers étrange passa presque inaperçu. Le journaliste Lucien Moreau fut retrouvé noyé dans la Seine le 12 avril. L'enquête conclut rapidement à un suicide, malgré plusieurs éléments troublants, notamment des traces de lutte sur le corps et l'absence de la chevalière que Moreau portait invariablement. Le dernier article qu'il avait rédigé, jamais publié mais retrouvé dans ses effets personnels, s'intitulait « Les protecteurs du sanglier » et commençait par ces mots « J'ai enfin assemblé toutes les preuves qui relient le commerce macabre des Beaumont aux plus hautes sphères de l'État. Des noms vont tomber et la France découvrira avec horreur que ces élites. » Le manuscrit s'interrompait là. Le reste des pages avait disparu. En mai 1835, Élodie Mercier reçut une proposition inattendue. Un poste d'infirmière-chef dans un hôpital de Montréal au Canada, avec un salaire 3 fois supérieur à celui qu'elle percevait à Lyon. Après quelques hésitations, elle accepta et quitta la France en juin. Dans sa dernière lettre à sa cousine, elle écrivait « Je pars avec le sentiment amer d'une justice inachevée. Les vrais coupables, ceux qui ont permis et encouragé cette horreur, continuent de dîner tranquillement dans leurs hôtels particuliers. À Marseille, la vie avait repris son cours. L'emplacement du Sanglier Noir, après être resté vacant pendant des mois, fut finalement racheté par un drapier. La mémoire de l'affaire commençait à s'estomper dans les conversations quotidiennes, reléguées au statut de récit macabre que les parents utilisaient pour effrayer les enfants désobéissants. Pourtant, en juin 1835, un incident raviva brièvement l'affaire. Lors d'un dîner officiel à la préfecture de Marseille, un invité, sous l'emprise de l'alcool, se mit à plaisanter ouvertement sur les spécialités culinaires des Beaumont et les grands messieurs de Paris qui s'en régalaient. Il fut immédiatement éconduit et l'incident n'apparut dans aucun journal. Le préfet, dans une lettre confidentielle au ministre de l'Intérieur datée du 18 juin, écrivait « L'affaire que nous pensions enterrer continue de hanter les esprits. Je suggère la plus grande prudence dans les nominations et décorations à venir. Certains noms, s'ils étaient mis en avant, pourraient raviver des souvenirs que nous avons tout intérêt à laisser s'éteindre. » Ainsi s'achevait, officiellement du moins, l'affaire du Sanglier Noir. Une justice partielle avait été rendue.
des coupables exécutés, mais les ramifications les plus troublantes demeuraient dans l'ombre, protégées par le silence complice des puissants. Paris et Marseille, 1836-1842. Des secrets aux légendes. L'hiver 1836 fut particulièrement rigoureux à Paris. Dans les salons feutrés du faubourg Saint-Germain, on parlait désormais à peine de l'affaire du sanglier noir. D'autres scandales, d'autres préoccupations occupaient les esprits. Pourtant, certains regards s'évitaient encore, certaines allusions provoquaient des silences gênés. Le 17 janvier 1836, lors d'un dîner chez la comtesse de Rambouillet, un incident révélateur se produisit. Le baron Duplantier, diplomate respecté, refusa catégoriquement un plat de viande en sauce. Lorsqu'on l'interrogea sur ce refus, il répondit sèchement « Depuis l'affaire de Marseille, je préfère connaître précisément l'origine de ce que je mange. » Un froid s'abattit sur l'assemblée. L'hôtesse changea précipitamment de sujet, mais l'anecdote circula dans les cercles mondains, ravivant des soupçons jamais totalement dissipés. À Marseille, l'ancien quartier des Beaumonts avait changé d'aspect. Le bâtiment du Sanglier Noir, après plusieurs tentatives commerciales infructueuses, avait été finalement transformé en petit immeuble d'habitation. Pourtant, les loyers y restaient étonnamment bas. Peu de Marseillais acceptaient de vivre dans ces murs maudits. L'historien local Auguste Fabre, dans ses Chroniques marseillaises, publiées en 1837, note « Le souvenir des Beaumonts s'est incrusté dans l'imaginaire populaire avec une force singulière. Des nourrices menacent les enfants désobéissants d'être livrés aux bouchers de la Galade. Des rumeurs persistent sur des disparitions inexpliquées, immédiatement associées aux fantômes de cette famille maudite. Ces rumeurs n'étaient pas toutes infondées. Le rapport confidentiel du commissaire Valentin, daté du 3 mars 1836, mentionne une augmentation troublante des disparitions dans les quartiers défavorisés depuis novembre dernier. 16 cas signalés, principalement des vagabonds et des prostituées. Les enquêtes préliminaires n'ont rien donné, mais la population évoque déjà un nouveau Beaumont. Le juge Tessier, désormais à la cour d'appel d'Aix, continuait discrètement ses recherches. Dans une correspondance privée avec l'avocat du Rocher, découverte un siècle plus tard dans les archives familiales de ce dernier, il écrivait le 22 avril 1836. « Je reste convaincu que l'affaire B n'était que la partie émergée d'un système bien plus vaste. J'ai identifié 3 autres entreprises similaires opérant en France entre 1825 et 1834. Toutes ont cessé brutalement après le scandale marseillais, comme si un signal avait été donné. Ces investigations officieuses n'étaient pas sans risque. Le 17 mai 1836, l'appartement de Tessier fut cambriolé en son absence. Seuls manquaient ses dossiers personnels et sa correspondance. Aucun objet de valeur ne fut dérobé. La police conclut à un cambriolage opportuniste, hypothèse que Tessier accueillit avec un scepticisme amer. À Paris, un événement inattendu relança momentanément l'affaire en juillet 1836. Victor Hugo, alors en pleine ascension littéraire, publia un poème intitulé « Les Mangeurs » dans la revue des Deux Mondes. Sans jamais nommer explicitement les Beaumonts, il y dépeignait une société aristocratique dévorant littéralement les misérables. Ils festoient dans leur tour, tandis qu'à leurs pieds râle le peuple, chair à faim, bétail à table d'hôte. Ils transforment la chair en mets qui ne dit mot, et le cri de misère en silence de tombe. Le poème provoqua un scandale. La revue fut temporairement interdite, et Hugo convoqué par le ministre de l'Intérieur. Il affirma n'avoir voulu que créer une métaphore politique sans référence à aucune affaire réelle. Cette explication fut acceptée officiellement, mais le poète reçut un avertissement à peine voilé concernant sa carrière à l'Académie française. Dans ses carnets personnels, Hugo nota sobrement « Étrange époque où la métaphore effraie plus que le crime qu'elle évoque. Monsieur m'a clairement fait comprendre que certains sujets doivent rester dans l'ombre, quand bien même cette ombre abriterait des monstres bien réels. » L'été 1836 vit également la parution d'un petit ouvrage anonyme intitulé « Mémoire d'un client du sanglier noir ».
Publié clandestinement, il prétendait révéler les confessions d'un aristocrate ayant participé aux dîners spéciaux des Beaumont. L'auteur y décrivait avec un luxe de détails troublants l'organisation de ses repas, les codes utilisés, et surtout la liste des participants réguliers, incluant des noms des plus hautes sphères de l'État. Le livre fut immédiatement saisi par la police. Les exemplaires en circulation furent détruits et l'imprimeur, identifié à Lyon, condamné à 6 mois de prison pour diffamation et trouble à l'ordre public. L'auteur, lui, ne fut jamais retrouvé. Le professeur Durand, dans son étude sur la censure au XIXe siècle, 1956, considère ce texte comme probablement un pastiche habilement construit à partir des informations publiques sur l'affaire, mais contenant peut-être des éléments véridiques désormais impossibles à vérifier. L'année 1837 marqua un tournant dans la mémoire de l'affaire. De faits divers judiciaires, elle se transformait progressivement en légende urbaine, en conte moral, perdant en précision factuelle, ce qu'elle gagnait en force symbolique. À Marseille, la tradition orale enrichissait le récit de détails fantasmagoriques. On racontait que Charlotte Beaumont possédait un livre de recettes écrit avec du sang humain, que Laurent pouvait identifier l'origine sociale d'une personne en goûtant sa chair, ou que le docteur Philippe avait créé des hybrides mi-hommes, mi-animaux dans les caves de l'Égalade. Le folkloriste Émile Cameau, qui recueillit ces récits en 1838, observait « L'affaire Beaumont a cristallisé les angoisses sociales de notre époque. Les élites mangeuses d'hommes ne sont plus seulement une métaphore politique, mais un cauchemar littéral qui hante l'imaginaire populaire. » Pendant ce temps, à Toulon, Camille Beaumont continuait de purger sa peine. Devenue une célébrité macabre du bagne, elle bénéficiait d'un traitement relativement privilégié, servant de secrétaire à l'administration pénitentiaire grâce à son éducation et sa calligraphie élégante. Le 23 octobre 1838, elle accorda un entretien au criminologue italien Francesco Lombardi. Le compte-rendu de cette rencontre, publié après la mort de Camille, offre un aperçu troublant de sa psychologie. Elle parle de l'entreprise familiale comme d'un simple commerce, sans exprimer le moindre remords. « Nous répondions à une demande », affirme-t-elle avec un détachement glaçant. « Les pauvres meurent de faim tous les jours sans que personne s'en émeuve. Nous leur avons au moins donné une valeur après leur mort. » Lorsque Lombardi l'interrogea sur l'identité des clients, elle sourit énigmatiquement. « Si je révélais ces noms, je ne vivrais pas une semaine de plus. Certains d'entre eux gouvernent encore la France. » Camille entreprit d'écrire ses mémoires en 1839, avec l'autorisation surprenante de l'administration pénitentiaire. Ce document, dont l'existence est attestée par plusieurs témoignages, ne fut jamais publié. À sa mort de tuberculose en 1842, le manuscrit fut confisqué et probablement détruit sur ordre ministériel. L'inspecteur Valentin, dont la carrière avait stagné depuis l'affaire, fut subitement nommé préfet de police en Algérie en janvier 1840, une promotion qui ressemblait fort à un exil. Avant son départ, il confia à un collègue, selon le témoignage ultérieur de celui-ci, « L'affaire Beaumont m'a appris que la justice a ses limites, fixées non par le droit, mais par le pouvoir. Certains crimes sont trop grands, impliquent des personnages trop importants pour être punis. On se contente alors de sacrifier quelques pions pour sauver les rois. » À Aix-en-Provence, le juge Tessier continuait d'assembler patiemment les pièces du puzzle. En 1841, il prit contact avec Élodie Mercier, installée au Canada depuis 6 ans. Leur correspondance, codée par précaution, explorait les zones d'ombre de l'affaire. Dans une lettre datée du 7 mars 1841, Élodie écrivait « J'ai récemment rencontré à Montréal un homme prétendant avoir travaillé pour les Amis parisiens, des B, entre 1830 et 1834. Son récit correspond en tout point à nos soupçons. Il parle d'un réseau organisé, avec des ramifications dans plusieurs grandes villes françaises, toujours selon le même modèle, une façade commerciale respectable, des disparitions ciblant les plus vulnérables et une clientèle issue des plus hautes sphères. » Tessier répondit avec prudence. « Votre témoignage confirme mes découvertes.
J'ai identifié 3 établissements similaires à Paris, Lyon et Bordeaux, tous protégés par les mêmes personnages influents, tous fermés précipitamment après le scandale marseillais. Je prépare un dossier complet, mais j'hésite encore sur la façon de le rendre public, sans risquer qu'il soit immédiatement étouffé. Cette hésitation lui fut fatale. Le 4 novembre 1841, Tessier fut victime d'une attaque cérébrale lors d'un dîner officiel. Il survécut mais resta paralysé et aphasique. Ses papiers personnels furent mis en ordre par un collègue pendant sa convalescence. Lorsqu'il put enfin retourner à son domicile en février 1842, tous ses dossiers sur l'affaire Beaumont avaient disparu. Élodie Mercier apprit la nouvelle avec consternation. Dans son journal, retrouvé après sa mort en 1874, elle nota « C'est la fin de tout espoir de justice complète. Les grands coupables resteront impunis, les victimes sans nom oubliées 2 fois. Mais l'histoire garde trace, et peut-être un jour la vérité émergera-t-elle entièrement. » Le 17 avril 1842, le dernier acte judiciaire, lié à l'affaire Beaumont, se joua discrètement. Adeline, la jumelle, fut libérée après 8 ans de détention, sa peine réduite pour bonne conduite. À sa sortie de prison, elle fut immédiatement conduite à Toulon, où un navire l'attendait pour l'Amérique. Les autorités avaient organisé son exil, probablement pour éviter qu'elle ne ravive l'affaire par sa présence en France. Un témoin la décrivit brièvement. Une femme étrangement sereine, au regard transparent comme si elle ne voyait pas le monde qui l'entourait. Elle monta à bord sans se retourner, emportant pour seul bagage un petit livre relié de cuir sombre. Ce livre, selon certaines sources, aurait été le journal de sa mère, Charlotte. Son contenu reste inconnu. À la fin de l'année 1842, l'affaire du sanglier noir semblait définitivement close. Les principaux protagonistes étaient morts ou exilés, les preuves des ramifications disparues, les témoins réduits au silence. Pourtant, dans les rues de Marseille et de Paris, la mémoire populaire persistait. Une complainte, intitulée « La chanson du boucher », circulait dans les tavernes. « Méfiez-vous des grands messieurs aux mains blanches, aux dents d'ivoire, ils vous souriront sans pudeur avant de vous servir sur leur dressoir. » Le souvenir des Beaumont s'enfonçait dans les profondeurs de la conscience collective, rejoignant l'arsenal des mythes urbains et des cauchemars sociaux qui nourrissent l'imaginaire des peuples longtemps après que la justice officielle ait refermé ses dossiers. France, 1843-1887, de la mémoire aux archives. Le printemps 1843 vit la publication d'un roman qui, sans jamais mentionner explicitement l'affaire Beaumont, s'en inspirait manifestement. Les bouchers de Saint-Antoine, d'Eugène Sue, racontaient l'histoire d'une famille d'artisans parisiens se livrant au commerce de chair humaine sous couvert d'une boucherie respectable. Le succès fut immédiat et le scandale prévisible. Le ministre de l'Intérieur convoqua l'éditeur pour exiger des modifications avant la seconde impression. Sans jamais admettre un lien avec l'affaire réelle, les autorités obtinrent l'atténuation de certains passages, notamment ceux décrivant la clientèle aristocratique des bouchers fictifs. Dans ses mémoires, publiés en 1862, Sue écrivit « On m'a fait comprendre que certaines analogies étaient trop transparentes, que certaines blessures sociales restaient trop sensibles. J'ai cédé par pragmatisme, mais l'essentiel demeurait. Cette parabole sur une société où les puissants dévorent littéralement les faibles. » Cette métaphore du cannibalisme social s'ancra durablement dans l'imaginaire français. Victor Hugo l'a repris dans « Les Misérables » 1862, où il évoque ces ogres en frac et en cravate blanche qui considèrent le peuple comme leur garde-manger naturel. À Marseille, la mémoire de l'affaire se transmettait oralement, s'enrichissant de détails fantasmagoriques. L'emplacement de l'ancien sanglier noir était désormais considéré comme maudit. 3 commerces s'y étaient succédés en 5 ans, tous en faillite. En 1844, le bâtiment fut finalement démoli pour élargir la rue, une décision municipale qui ressemblait fort à une tentative d'effacer physiquement ce lieu de mémoire macabre. Le site de l'entrepôt des Aïgalades connut un destin différent. Racheté en 1845 par un industriel lyonnais, il fut transformé en usine textile. Les ouvriers rapportaient régulièrement des phénomènes étranges, bruits nocturnes,
Odeur inexplicable, outils déplacés. En 1847, lors de travaux d'agrandissement, on découvrit sous le plancher une cave non répertoriée contenant des ossements humains. Le rapport de police, étonnamment laconique, évoqua des restes probablement antérieurs à l'occupation du site par les précédents propriétaires, et l'affaire fut classée sans suite. L'historien Marchand commente: cette découverte aurait dû relancer l'enquête sur l'étendue réelle des crimes des Beaumont. Son enterrement administratif confirme la volonté persistante d'étouffer toute résurgence de cette affaire. En 1848, la Révolution de février et l'instauration de la Deuxième République créèrent un bref espoir de voir certains dossiers sensibles rouverts. Le député Alphonse Esquiros, historien et républicain convaincu, déposa une proposition pour constituer une commission d'enquête sur certaines affaires criminelles dont la résolution aurait été entravée sous le régime précédent par des interventions politiques. Sa proposition mentionnait explicitement l'affaire du sanglier noir parmi les cas à réexaminer. Elle fut rejetée lors d'un vote à l'Assemblée nationale le 17 mai 1848, dans l'indifférence générale. La France avait d'autres préoccupations en ces temps révolutionnaires. Le juge Tessier mourut le 3 décembre 1848, emportant avec lui une partie des secrets de l'affaire. Sa veuve affirma avoir reçu la visite d'hommes se présentant comme des fonctionnaires du ministère de la Justice, venus récupérer des documents officiels dans le bureau du défunt. Aucune trace de cette démarche ne fut jamais retrouvée dans les registres administratifs. Pendant ce temps, au Canada, Élodie Mercier poursuivait sa carrière d'infirmière tout en maintenant une correspondance avec quelques personnes en France. Dans une lettre à la fille du juge Tessier, datée du 14 février 1849, elle exprimait sa frustration persistante. « Votre père et moi-même avons tenté, chacun à notre manière, de lever le voile sur les véritables dimensions de cette affaire. Nous avons échoué face à des forces trop puissantes. Mais je conserve précieusement mes notes et témoignages, dans l'espoir qu'un jour, la vérité pourra émerger sans danger. Ce jour semblait encore lointain. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851 et l'instauration du Second Empire renforcèrent la censure et le contrôle des archives sensibles. Le nouveau régime, soucieux de s'attirer les faveurs de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, n'avait aucun intérêt à remuer les scandales du passé. En 1853, un fait divers raviva brièvement le souvenir des Beaumont. À Bordeaux, un boucher nommé Marcel Joubert fut arrêté pour avoir vendu de la viande humaine à son étal. L'enquête révéla qu'il s'agissait d'un déséquilibré ayant agi seul, sans réseau ni clientèle spécifique. Pourtant, la presse établit immédiatement un parallèle avec l'affaire marseillaise. Le journal de Bordeaux titrait le 27 mars « Un nouveau Beaumont terrorise la ville ». L'article fut censuré dès le lendemain et le rédacteur en chef reçut un avertissement officiel pour sensationnalisme malsain. Les autorités s'inquiétaient de la persistance du souvenir des Beaumont dans l'imaginaire populaire. Un rapport confidentiel de la préfecture de police de Paris, daté du 5 avril 1853, notait « L'affaire B ». Continue d'être évoquée dans certains milieux comme l'exemple d'une justice à deux vitesses. Les agitateurs républicains l'utilisent pour alimenter la défiance envers les élites. Il conviendrait d'effacer définitivement ce souvenir en décourageant toute publication ou mention publique s'y rapportant. Cette politique d'effacement semble apporter ses fruits. Dans les décennies suivantes, les références explicites à l'affaire se raréfièrent dans la sphère publique. Le scandale du sanglier noir glissait progressivement de l'histoire vers la légende. En 1862, à Lyon, l'écrivain régionaliste Claude Vernet publia un recueil de contes et légendes de Provence, qui incluait « Le boucher de Marseille », une version fortement romancée de l'affaire. Laurent Beaumont y devenait un personnage presque surnaturel, capable de se transformer en loup lors des nuits de pleine lune pour chasser ses victimes. Cette folklorisation de l'histoire réelle, en la détachant de son contexte social et politique, participait paradoxalement à l'effacement de sa dimension la plus dérangeante, l'implication des élites dans ce commerce macabre. En 1867, la mort d'Adeline Beaumont en Louisiane passa pratiquement inaperçue en France.
Seule une brève notice dans la gazette locale mentionnait le décès de Madame Adams, née en France, tenancière respectée d'une pension pour jeunes filles. Rien n'indiquait que cette respectable éducatrice était l'ancienne recruteuse du Sanglier Noir, responsable de la disparition de dizaines d'enfants. Élodie Mercier mourut à Montréal en 1874, à l'âge de 75 ans. Conformément à ses volontés, sa correspondance et ses journaux personnels furent confiés à la Bibliothèque nationale de France, avec instruction de ne les rendre accessibles que 50 ans après sa mort. Cette précaution témoignait de sa conscience aiguë des enjeux politiques encore liés à l'affaire. La guerre franco-prussienne de 1870, la chute du Second Empire et l'avènement de la Troisième République créèrent un contexte plus favorable à l'exploration des zones d'ombre du passé. En 1876, l'historien Jules Martin entreprit des recherches sur l'affaire Beaumont pour un ouvrage consacré au grand procès du XIXe siècle. Il se heurta rapidement à des obstacles administratifs. Dans une lettre à son éditeur datée du 12 mai 1876, il écrivait « Les archives judiciaires de Marseille concernant cette affaire sont étrangement lacunaires. Des pièces essentielles ont disparu, notamment tout ce qui concerne l'identification précise des clients du Sanglier Noir. J'ai le sentiment troublant que quelqu'un est passé avant moi pour nettoyer soigneusement ces dossiers. » Son ouvrage, publié en 1877, consacrait finalement un chapitre relativement court à l'affaire, se concentrant sur les aspects les mieux documentés et évitant les questions les plus sensibles. En préface, il notait sobrement « Certaines affaires demeurent, même des décennies plus tard, trop brûlantes pour être explorées dans toutes leurs ramifications. » Le véritable tournant dans la mémoire de l'affaire survint en 1883, avec la publication posthume des mémoires du commissaire Valentin, décédé l'année précédente en Algérie. Son manuscrit, confié à un notaire parisien avec instruction de ne le publier qu'après sa mort, contenait un long chapitre intitulé « La vérité sur l'affaire du Sanglier Noir ». Valentin y révélait sans embâge les pressions politiques subies pendant l'enquête, les tentatives d'étouffement et surtout une liste partielle mais explosive de clients réguliers des Beaumont, incluant 2 anciens ministres, plusieurs députés, un évêque et divers membres de la haute aristocratie française. Ces hommes savaient parfaitement ce qu'ils consommaient, affirmait-il. Certains y trouvaient un plaisir pervers, d'autres une forme d'affirmation de leur pouvoir absolu sur les classes inférieures. Tous ont été protégés par un système qui place le privilège au-dessus de la justice. La publication provoqua un scandale, rapidement étouffé. L'éditeur fut poursuivi pour diffamation par les familles des personnes citées, désormais pour la plupart décédées. Le tribunal ordonna le retrait de l'ouvrage et la destruction des exemplaires non vendus. Les quelques volumes ayant échappé à cette purge devinrent des objets de collection recherchés. En 1887, une découverte fortuite relança une dernière fois l'affaire. Lors de la démolition d'un hôtel particulier du Marais à Paris, des ouvriers mirent au jour une cache dissimulée dans un mur, contenant un coffret de documents. Parmi ceux-ci figurait un carnet relié de cuir rouge portant l'inscription « Registre des livraisons spéciales, 1830-1834 ». Le document détaillait, en langage codé mais décryptable, les livraisons de marchandises humaines depuis Marseille vers Paris, avec date, quantité et destinataire désignés par leurs initiales. Une liste séparée établissait la correspondance entre ces initiales et des noms complets. Une véritable bombe politique, même 50 ans après les faits. Le propriétaire de l'hôtel, un avocat nommé Simon Lévy, hésita sur la conduite à tenir. Après consultation avec des amis journalistes, il décida de remettre les documents aux archives nationales, tout en conservant des copies. Le 23 décembre 1887, le journal L'Aurore publia un article intitulé « Les fantômes du Sanglier Noir », évoquant cette découverte et les questions qu'elle soulevait sur la véritable étendue d'un crime dont la France n'a peut-être vu que la surface. L'article restait prudent, ne citant aucun nom, mais suggérant que certaines grandes familles qui gouvernent encore notre République ont bâti leur fortune sur le commerce le plus abominable qui soit. Le lendemain, Lévy fut retrouvé mort dans son bureau.
apparemment d'une crise cardiaque. Les copies qu'il avait réalisées avaient disparu. Quant aux documents originaux, introuvables dans les archives nationales, ils semblaient s'être volatilisés dans les méandres administratifs. L'affaire du sanglier noir retournait aux ombres d'où elle avait brièvement émergé, laissant derrière elle une constellation de questions sans réponse et de soupçons sans preuve. Comme l'écrivit l'historien Lenoir en conclusion de son étude, certains crimes sont si intimement liés aux structures de pouvoir qu'ils ne peuvent être entièrement révélés sans ébranler les fondements mêmes de la société qui les a rendus possibles. L'affaire Beaumont reste ainsi suspendue entre histoire et mythe, entre faits judiciaires et allégories sociales. Un miroir déformant mais révélateur des rapports entre dominants et dominés. Le temps avait fait son œuvre. Les bourreaux, les victimes et les complices reposaient désormais dans la même terre. Seule persistait, comme un écho lointain, la complainte que l'on chantait encore parfois dans les tavernes du vieux Marseille. Méfiez-vous des grands messieurs aux mains blanches, aux dents d'ivoire, ils vous souriront sans pudeur avant de vous servir sur leur dressoir.